Bonjour à chacun, donc aujourd'hui on va commencer la correction de l'épreuve de physique du concours central Supélec dans la filière PC, donc donnée en 2016, donc c'est la deuxième épreuve. C'est l'épreuve que j'ai choisi de donner à mes étudiants PC Étoile au lycée Wallon de Valenciennes, donc au concours blanc, dans 2 jours, et voilà, j'enregistre pour eux ce corrigé, mais également pour tous ceux qui voudront en profiter. Sachant que cette épreuve, elle n'est pas complètement spécifique à la filière PC, il y a beaucoup de thèmes abordés qui sont intéressants pour les élèves de MP, pour les élèves de PSI et bien sûr pour les élèves de PC. Alors comme je l'ai expliqué dans la vidéo qui parle un petit peu de la gestion du temps au cours d'une épreuve, donc je t'encourage à imprimer les 11 pages de ce sujet, parce que ce sujet faisait 11 pages, c'était un petit peu délirant, une épreuve de 4 heures. Donc je t'encourage à imprimer cette épreuve, c'est indispensable. Et puis je vais faire 4 vidéos, donc qui vont correspondre à peu près aux 4 grandes parties de ce sujet. Donc la première partie, c'est un peu sur les ondes, sur un câble coaxial. Alors c'est très bien parce que ça va venir illustrer en plus les vidéos que j'ai faites sur le câble coaxial. La deuxième partie, c'est sur l'acoustique. Alors là, c'est que pour les élèves de PSI et de PC, mais c'est intéressant. La troisième partie, c'est sur la mécanique quantique. Donc là, ça reprend un petit peu les nouveautés du programme de la filière MP et de la filière PC. Donc c'est sur les oscillations de la molécule d'ammoniac, donc avec le double puits. C'est vraiment intéressant. Et la dernière partie, c'est sur les ondes électromagnétiques et l'effet Doppler. Donc là aussi, c'est vraiment intéressant pour pratiquement toutes les filières de prépa. Alors c'est un sujet qui était extrêmement long. Donc quand tu arrives le jour du concours, tu le survoles et tu repères un petit peu là aussi les questions de cours, les questions que tu as déjà traitées. Et puis tu fais un choix sur ce que tu veux traiter. Tu n'es pas obligé de commencer par la première partie d'ailleurs. Pourquoi pas commencer par l'acoustique si tu es à l'aise dans ce domaine-là, ou commencer par la mécanique quantique si c'est frais dans ta tête. Tu n'es pas du tout obligé de commencer par le début. Alors tu imprimes ce sujet-là, tu le regardes partie par partie. Je vais sortir 4 vidéos. Et puis, suivant ta filière, tu regardes un petit peu les parties qui sont intéressantes pour toi. Et on commence tout de suite donc par la partie agitation thermique. Je ne vais pas lire l'introduction, je vais commencer directement par la première question. À tout de suite. Donc, la première partie, traiter de l'agitation thermique dans l'atmosphère. Et si tu as lu l'introduction, le but général, c'est de mesurer la constante de Boltzmann par des techniques différentes. Et cette première technique va utiliser les fluctuations thermiques donc associées au mode propre dans un câble coaxial. Alors, les premières questions, c'est un petit peu de la statique des fluides en référentiel galiléen. Ça concerne le modèle de l'atmosphère isotherme. Donc ce sont des questions voilà, qu'il faut savoir faire rapidement. Je les ai déjà développées là aussi dans une autre vidéo avec la notion de facteur de Boltzmann. Donc on va lire ensemble les questions. Donc on décrit le champ de pression d'une atmosphère isotherme de température T dans un champ de pesanteur uniforme G. Le modèle de fluide est celui du gaz parfait. La masse molaire du gaz est grand M. À l'altitude Z égale 0, la pression est P0 et la densité volumique de molécules est N0. J'en profite pour dire d'ailleurs que même des élèves de première année pourraient traiter cette partie-là. Alors petit a, établir à partir de l'équation d'un domaine d'atmosphère l'expression de P de Z. Donc c'est le modèle de l'atmosphère isotherme, c'est pas tellement guidé, donc il faut que tu partes de la relation fondamentale de la statique des fluides en référentiel galiléen. Alors bon, moi au tableau, je ne vais pas m'amuser à tout rédiger, hein. On va faire une correction quand même efficace. Il y a beaucoup de choses que je vais dire à l'oral, mais qu'il faudrait qu'ils figurent en toutes lettres sur ta copie. Donc relation fondamentale de la statique des fluides dans le référentiel du sol considéré comme galiléen. Donc un axe Z orienté vers le haut. Donc la relation s'écrit donc gradient P est égal à ρ fois G. Donc c'est l'équilibre des forces volumiques sur une particule de fluide. Si tu es en première année et que tu regardes cette vidéo, tu as probablement vu cette forme-là de l'équation. Tu n'as peut-être pas encore vu le gradient, mais pour les élèves de deuxième année, c'est bien sûr beaucoup plus élégant de l'écrire de cette manière. Donc gradient P est égal à ρg, on projette sur l'axe Z, et d'ailleurs c'est ce qu'on aboutit, donc dP sur dZ est égal à moins
ρ fois G. Alors attention, on est avec un gaz, donc le gaz est compressible. Rho dépend de la pression. Et donc, on le retrouve par l'équation d'état des gaz parfait. PV égale nRT égale la masse considérée sur la masse molaire RT. Rho, c'est M sur V, donc c'est la masse molaire fois la pression sur RT que l'on réinjecte dans l'équation. Donc, on aboutit à une équation différentielle du premier ordre à coefficient constant. On peut aussi la résoudre par séparation des variables, bien entendu. Donc une équation différentielle en P. Donc par homogénéité, on introduit une hauteur H. Donc ça, je t'encourage toujours à le faire de la même manière que tu introduis des temps caractéristiques taux en électricité. Donc une pression sur une distance, une pression sur une distance. Tu sais que H est égal à RT sur Mg sera homogène à une distance, et ceci par simple homogénéité de l'équation différentielle. Tu n'as pas à chercher la dimension de R, de T, de M et de G pour le démontrer. Et donc on aura P est égal à une constante exponentielle moins Z sur H, et donc est égal à P0 exponentielle moins Z sur H. Et donc, on retrouve le fait que la pression décroît exponentiellement à partir du sol, donc avec une hauteur caractéristique H. Donc, je t'encourage toujours à faire des petits graphes, hein, même si ce n'est pas vraiment demandé dans le texte, évidemment. Donc, voilà l'expression de P de Z. Donc, on se met en confiance, toujours en début d'épreuve, avec des questions très classiques. En déduire l'expression de la densité volumique, N de Z est égal à N0 exponentielle moins mgz sur kBt. Alors, on doit démontrer que le nombre de particules d'air par unité de volume évolue de la même manière d'ailleurs que la pression. Alors ça aussi, ce sont des questions très classiques. Ici, on a la version molaire pour H, c'est-à-dire que grand R, donc c'est en joules par Kelvin et par mol. La masse molaire, donc bien sûr, c'est en kilogrammes par mol. Et donc, si on divise en haut et en bas par le nombre d'Avogadro, on a une autre expression de cette constante grand H, puisque grand R, c'est le nombre d'Avogadro fois la constante de Boltzmann. Voilà, donc ça, c'est des petites choses hein, qu'il faut que tu connaisses. Et puis la masse molaire, bien sûr, c'est le nombre d'Avogadro fois la masse moyenne d'une molécule d'air. Il faut faire une moyenne, hein, 80% de dioxygène et 20% de... Pardon, 80% de diazote et 20% de dioxygène. Donc on sait que c'est à peu près 29 grammes par mol. Hein, donc il faut là aussi prendre une masse moyenne des molécules. Mais là, on a la version moléculaire. Donc il faut savoir toujours jongler, y compris sur l'équation d'état des gaz parfaits, entre la version molaire et la version moléculaire de ces grandeurs. Et donc, voilà comment également on peut exprimer H. C'est-à-dire que ce facteur de Boltzmann exponentiel moins mg sur rt fois z, on peut aussi l'écrire P0 exponentielle moins petit m, la masse d'une molécule au lieu de prendre la masse molaire, sur kBt, la constante de Boltzmann. Donc voilà ces deux expressions. Alors, finalement, donc, on nous demande de démontrer, une fois qu'on a compris que c'était la même chose ici en molaire ou en moléculaire, eh bien, on nous demande de démontrer simplement que la densité volumique est proportionnelle à la pression. Alors, ceux-ci sont des résultats très classiques qu'il faut que tu saches. La masse volumique du gaz à température fixée, la densité volumique, la densité particulière et puis la pression, tout cela, ce sont des grandeurs qui sont proportionnelles les unes aux autres. D'ailleurs, on le voit ici, la masse volumique est proportionnelle à la pression à partir du moment où la température, bien sûr, est constante. Et c'est pareil pour la densité volumique. Donc ça, c'est des petits jonglages sur l'équation d'état des gaz parfaits. Donc cette densité volumique, elle était notée NV de Z. Donc ça représente le nombre de particules par unité de volume. Alors, est-ce que tu sais écrire l'équation d'état des gaz parfaits en version moléculaire ? Donc on aura PV, cette fois-ci c'est grand N, le nombre de particules occupant le volume V, à la pression P, température T, égale N kBt. Et donc ça c'est N sur V, donc ça fait P sur kBt. Voilà encore des petites choses. Donc T étant constant, tout cela est proportionnel, donc ça va faire égal à P0 sur kBt, ça va faire N0
exponentielle moins mgz sur kBt. Donc je peux écrire donc n0 exponentielle, donc ce facteur de Boltzmann, cette statistique de Maxwell-Boltzmann que je développe dans une autre vidéo. Hein, je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais la probabilité de trouver une particule à l'altitude z donc est proportionnelle à ce facteur de Boltzmann exponentielle moins EP sur kT. Ah bah c'est ce qu'on me demande d'ailleurs dans la suite. Hein, donc cette exponentielle sans dimension, il faut que tu donnes son nom. Ça s'appelle le facteur de Boltzmann. Hein, donc c'est lié à la statistique de Maxwell-Boltzmann. Hein, donc on rencontre ça dans de nombreux domaines de la physique. La probabilité d'être à l'altitude z, c'est proportionnel à l'exponentielle moins EP sur kBt. Alors, si on a pris kBt en bas, là, l'énergie d'agitation thermique moléculaire, microscopique, en haut, on prendra l'énergie potentielle, aussi associée donc, à une particule, donc mgz. Donc mgz, c'est l'énergie potentielle de pesanteur d'une molécule, alors l'énergie moyenne, puisque m, c'est la masse moyenne. Question 2. Donc, en déduire de la loi précédente une hauteur caractéristique h de l'atmosphère. Ah, ben on avait anticipé cette question-là. Donc, on va rappeler le résultat. Donc, par homogénéité et aussi à cause de sa signification sur le graphe, au bout de quelques h, eh bien, la pression est négligeable. Donc, h, ça représente en quelque sorte quelques h, ça représente l'épaisseur de l'atmosphère. Donc, H vaut kBt sur mg, il vaut aussi bien sûr grand RT sur la masse molaire fois g. Alors, quelle vitesse atteindrait une molécule en chute libre tombant de la hauteur h? Je regardais s'il y avait une application numérique à faire pour h, il n'y en a pas. Bon, enfin, si tu as un peu quelques cultures, on sait que ça vaut à peu près 8 km. Hein. C'est bien de le savoir. Donc, je reprends la question. Quelle vitesse VL atteindrait une molécule en chute libre tombant de la hauteur h sans vitesse initiale? Donc on aurait, voilà, par rapport au sol, il faut toujours faire des petits dessins, hein, fais des petits dessins. Donc dans cette situation-là, la particule de masse m donc n'a pas de vitesse, mais elle a une certaine énergie potentielle. Et donc après, elle va tomber au niveau du sol. Et donc elle aura une vitesse VL. V limite. Alors bien sûr, c'est la conservation de l'énergie mécanique qu'il faut utiliser. Donc dans l'état initial, si je prends l'origine au niveau du sol, on a petit mgh, on n'a que l'énergie potentielle. Dans l'état où on arrive au niveau du sol, on n'a que de l'énergie cinétique, donc 1/2 de VL carré. Donc c'est la vitesse, bien sûr, d'une chute libre, racine de 2gh. Ne fais pas ça par un principe fondamental de la dynamique, ce serait vraiment très maladroit. Il faut surtout être rapide dans ce type d'épreuve. Donc racine de 2gh, alors on va remplacer, où est-ce qu'on veut en venir dans cette question? Comparer VL à la vitesse quadratique. Donc on te rappelle l'expression de la vitesse quadratique V carré égale à 3 kT sur m de cette molécule dans un gaz. On sait que la vitesse quadratique, ça représente l'ordre de grandeur de la vitesse instantanée des particules. Donc V carré égale 3 kT sur m. Alors, donc il doit y avoir un lien, donc on va le retrouver en remplaçant h. Donc racine de 2g, donc h c'est kBt sur petit m g. Alors on voit que les g se simplifient. La vitesse quadratique VQ c'était racine de 3 kBt sur petit m. Ah oui, donc on voit effectivement que, alors, cette vitesse, c'est racine de 2 tiers fois VQ. Donc en gros, ce qu'on veut nous faire dire, c'est que la vitesse quadratique a le même ordre de grandeur que la vitesse de chute d'une particule de masse m, donc d'une hauteur grand H, qui est cette hauteur caractéristique de décroissance de la pression dans l'atmosphère, qui représente à peu près l'épaisseur de l'atmosphère. 2 ou 3 H. Voilà ce qu'on voulait nous faire dire. Alors, question 3. Les molécules de l'atmosphère gardent une agitation incessante. Pourtant, l'expérience de la vie courante montre qu'une balle qu'on lance finit par s'immobiliser après éventuellement quelques rebonds. Y a-t-il vraiment immobilisation absolue de la balle? Bon, alors là, j'avoue que parfois, on ne sait pas trop quoi répondre.
qu'a l'examinateur qui a posé ça derrière la tête. Je pense qu'il a une idée bien précise. J'avoue que cette question m'a laissé un petit peu perplexe. Qu'est-ce qu'il veut nous faire dire? On a l'impression qu'il veut nous faire dire que la balle ne va pas vraiment s'arrêter à cause de l'agitation thermique, mais bon, c'est assez flou. Donc, que répondre? J'ai pensé, moi, à l'histoire de la balle qu'on fait rebondir avec un coefficient de restitution pour la vitesse et pour l'énergie cinétique. Et cette idée que on a une durée finie, mais que en fait, il y a un nombre infini de rebonds. Alors donc, est-ce que ça, ce serait lié à l'agitation thermique? Je ne sais pas si tu connais ce petit paradoxe, c'est un exercice assez classique. Bon, mais franchement, là, c'est un peu tiré par les cheveux. Je ne sais pas ce qu'il faut répondre. Hein. Donc là, le jour du concours, tu mets une phrase peut-être un peu vague. Hein, à cause de l'agitation thermique, peut-être le centre de gravité, finalement, n'est jamais complètement figé. Voilà, bah c'est comme ça, il ne faut pas, le jour du concours, voilà, on répond du mieux qu'on peut, et des fois il y a des questions comme ça un petit peu floues, alors bah, tu fais aussi une réponse un petit peu floue. Je serais intéressant de savoir ce que le concepteur de ce sujet avait en tête derrière cette question. Alors on continue avec donc le cap coaxial. Donc là, ça va être intéressant, les modes propres du cap coaxial et le lien avec l'agitation thermique. Donc j'efface le tableau et on prend la suite.